Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du MBA MCI. Peut-être que certains d'entre nous suivront en vidéo sur la chaîne YouTube du MBA MCI. Et donc, bonjour à vous tous. Nous sommes en direct. Alors, en fait, c'est un faux direct puisque c'est un enregistrement pendant la Madi Keynote, qui est l'événement innovation organisé le jeudi 28 mars au Palais Brognard par Madines, le média Madines. Et justement, j'ai un représentant de ce média qui s'appelle Maxence Fabriand, qui est journaliste au sein de Madines. Bonjour Maxence. Bonjour Louis. Merci beaucoup d'être là et on s'est dit que finalement cette Madi Keynote, c'était l'occasion idoine de faire un panorama de ce qui se passe sur l'écosystème, dans l'écosystème tech et puis aussi de parler un peu de la French Tech. Pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à Pas dire, de choses à dire, en effet. quelles sont peut-être les grandes tendances, où on se situe, qu'est-ce qu'il faut regarder, quels sont peut-être les secteurs à regarder et peut-être aussi faire de la pédagogie sur un écosystème qu'on pense connaître, hein. Cet écosystème startup, on a l'impression de le connaître, mais en fait, il est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Oui, non, clairement. Puis c'est un écosystème aussi qui est parfois méconnu du grand public, alors que plein de gens utilisent au fait au quotidien des applications de la French Tech. Je pense à Blablacar, à Doctolib, à Lydia, à Alan. En fait, c'est des applications de la French Tech, mais parfois on a tendance à l'oublier. Après, la French Tech, ça fait 10 ans officiellement que ça existe, hein. Ça a été créé sous l'égide du gouvernement de François Hollande avec la mission French Tech, même si après, il y a déjà eu des entreprises comme Blablacar, Vente Privée qui est devenue VP, qui sont nées bien avant, OVH Cloud aussi. Mais après, il y a une forte traction depuis plus d'une décennie parce qu'il y a un fort élan gouvernemental qui a été mis en place avec la mission French Tech, et les associations comme France Digital, ce genre de choses. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de capitaux qui ont été mis dans les startups. Et aujourd'hui, on a un écosystème qui, certes, en ce moment, a quelques turbulences à traverser, mais qui est quand même très structuré et qui maintenant regarde droit dans les yeux de l'Allemagne, du Royaume-Uni et même les Américains qui se moquaient un peu de nous. Maintenant, ils nous regardent dans les yeux en mode les Frenchies, ils font quand même pas mal de choses sympas dans la tech, dans tout ce qui est startup. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bon parfait, Maxence, tu nous as fait la parfaite introduction, hein. Je pense que ça va en tout cas, on est en train de faire l'enregistrement, donc ça donne envie d'écouter la suite. On va bien sûr faire le point, hein, sur l'actualité de la French Tech, mais pas que. On va regarder aussi ce qui se passe du côté des États-Unis, de la Silicon Valley. Maxence, toi, donc on l'a dit, tu travailles pour Madines. C'est un des médias incontournables quand on s'intéresse à l'innovation et aux startups. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Madines, hein. On va s'épargner. Alors après, les entrepreneurs, en principe, on est plutôt bien identifiés. Ça fait quand même depuis 2012, tu vois, ça coïncide justement avec la naissance de la mission French Tech. Donc, c'est assez drôle le parallèle. Donc oui, auprès des entrepreneurs, des startups, on est plutôt bien identifiés, mais on a vocation maintenant à parler aux grands groupes et au-delà, parce qu'en fait, maintenant, les startups, la tech, ça va bien juste au-delà des startups. Maintenant, les grands groupes sont obligés d'innover et parfois, pour se transformer digitalement, et ben, les startups, c'est plutôt une bonne option pour le coup. Bon, si vous vous intéressez en tout cas aux startups, à l'innovation, à l'entrepreneuriat, je pense que Madines, c'est une bonne adresse. Bon, Maxence, toi, tu suis quand même depuis plusieurs années maintenant l'évolution, hein, de cet écosystème startup, de la startup nation. On va rester sur la France parce que tu as commencé à nous parler effectivement de la French Tech. Tu nous as parlé aussi du classement, on va dire, des meilleures entreprises. C'est quoi? C'est le FBF 120? Qu'est-ce que c'est? Alors, en effet, on parle toujours du SBF 100, enfin, c'est un parallèle, mais en tout cas, l'indice qui fait référence, même s'il est assez décrié, c'est le Next 40 French Tech 120. Et en gros, c'est un indice qui a été lancé maintenant en 2019, je crois, donc ça commence à remonter. Et en fait, c'est les entreprises qu'on estime les plus prometteuses dans la tech française. Donc, le Next 40, c'est des entreprises qui sont souvent des licornes, hein. Les licornes, je rappelle, c'est des startups qui sont valorisées au moins 1 milliard de dollars. Mais c'est un indicateur qui est un petit peu décrié parce que les valorisations sont parties un petit peu dans tous les sens à en donner. Mais voilà, sinon, c'est critères de croissance, chiffre d'affaires, dynamique, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est un indice qui est devenu assez important dans l'écosystème. Mais maintenant, voilà, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que bon, être juste une licorne, ça garantit pas d'avoir un succès qui soit dans la durée et ce genre de choses. Donc voilà, il y a le Next 40 et le French Tech 120, mais maintenant, il y a des pendants qui arrivent notamment sur l'impact. Il y a quelques jours, justement, à Change Now, il y a eu un index présenté par Mouvement Impact France qui, justement, parle de licorne à impact, mais du coup, par rapport à ce qu'ils permettent d'éviter en émissions carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on parle toujours de la tech au niveau de l'écologie, mais on émet aussi beaucoup d'écologie parce que le cloud, notamment, ben, les serveurs, faut les refroidir, ce genre de choses, même si OVH Cloud, par exemple, progresse beaucoup en la matière. Donc, il y a quand même une petite remise en cause, une petite prise de conscience écologique importante. On dit souvent, les entrepreneurs sont parfois un peu déconnectés. Bah non, c'est pas la réalité. On a quand même des choses qui se passent. Et je parlais justement de secteurs qu'on le vend en poupe. On parle beaucoup de deep tech, de green tech aussi, pour justement faire en sorte que voilà, il y a un peu moins de réchauffement climatique avec des technologies parce que ça peut être un levier justement pour aider la planète tout simplement.
Alors, il y a beaucoup de choses, hein, effectivement, je pense que c'est très riche, hein, à chaque fois que tu nous apportes des éléments. Donc ce Next 40, en fait, c'est un peu le miroir du CAC 40, hein, donc C'est totalement, l'idée en effet, c'est d'être en opposition au CAC 40, d'avoir justement 40 startups qui peut-être un jour intégreront le CAC 40. Bon, on en est encore loin, pour l'instant, mais en tout cas la finalité en effet, c'est un petit clin d'œil justement au CAC 40, ce Next 40. et tu disais que c'était décrié parce que c'est vrai que quand on est dans ce Next 40, on va dire, ben, toutes les startups en tout cas qui y sont, elles sont très visibles, mais quand il y est pas, c'est difficile. Oui, c'est ça. On a justement une visibilité qui a accrue. Tu un programme aussi qui est mis en place pour t'aider sur le plan administratif, pour lever des fonds, ce genre de choses. Et c'est vrai que bon, si t'es pas un petit peu dans la sélection VIP entre guillemets, la Fresh Tech, on parle un petit peu moins de toi. Donc après, c'est un peu moins facile de capter l'attention des médias. Mais après, c'est quand même une bonne chose parce que ça a le mérite justement de faire exister la French Tech même au-delà de la France. Enfin, je veux dire, je pense que dans les autres pays européens, ils sont quand même, je dirais pas jaloux, mais ils se disent quand même, les Frenchies sont quand même assez doués. Je pense aux Allemands qu'on a réussi à dépasser en termes de levée de fonds. Maintenant, en effet, juste limiter le classement de start-up à être une licorne, à lever des fonds, c'est pas parce que tu lèves 300 millions que tu vas casser la baraque et que tu vas devenir un génie d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si tu lèves 300 millions et que tu crames ton cash au bout de 18 mois et que derrière on te demande de pivoter, ce qui s'est passé un petit peu il y a 2 ans, pour devenir rentable, si t'es pas capable de le faire, bah en fait ta boîte elle va se casser la figure. Et cette année, pour le coup, ça va être une année un petit peu, je dirais pas désastreuse, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup, beaucoup de casse. Mais en même temps, je pense que c'était un passage indispensable pour arriver sur les choses un peu plus saines, parce qu'on était parti sur des choses un peu délirantes, pour pas dire un peu fantaisistes. Alors attends, Maxence, là, on met les pieds dans le plat, ça y est, hein. C'est vrai que donc quand on suit, hein, de près ce qui se passe effectivement dans le monde des startups, pas qu'en France, hein, Oui, c'est de la propre à la France. c'est pas propre à la France, mais on va dire cette folie autour des levées de fonds et qui est, en fait, j'ai une idée ou en tout cas un embryon de concept que j'ai bien marketé et ensuite derrière je fais des tours de table pour aller lever le plus d'argent possible, ça, on peut le dire, c'est fini. Oh, c'est fini, mais c'est pas dit que ça ne recommence pas bientôt, puisque en gros, enfin un cours vite fait de macroéconomie, mais en gros il y avait des taux d'intérêt qui étaient devenus négatifs avec les banques centrales, ce genre de choses. Bon bah quand tu as des taux d'intérêt négatifs, pour prêter de l'argent, pour lever des fonds, c'est beaucoup plus simple. Ce qui fait que finalement le robinet à cash était quand même assez bien ouvert et c'était quand même beaucoup plus facile de lever des fonds, par exemple en 2019 et en sortie de Covid, puisque forcément le digital a eu forcément une incidence très forte pendant cette période-là. Et quand le robinet à cash est ouvert, bah forcément c'est un peu plus simple d'aller gratter entre guillemets des capitaux, surtout que bah, la French Tech a pris son envol, l'entrepreneuriat s'est démocratisé avec des choses comme Station F notamment, donc c'est devenu un petit peu tendance. Et du coup, bah, comme c'est devenu un sujet tendance, les fonds amassaient de plus en plus d'argent. Et bah, quand il y a de l'argent injecté, du coup, autant le faire dans des startups. Et voilà, après, tout n'est pas acheté. Il y a des startups qui ont fait des choses fantastiques, mais dans toute période un petit peu d'euphorie, bah, parfois, tu un peu de tout et n'importe quoi. Je pense notamment à l'époque des chatbots, on disait que c'était l'intelligence artificielle. Bah, scoop, désolé, mais un chatbot, c'est pas vraiment de l'IA. C'est juste un petit programme mathématique qui exécute bêtement une formule. Si vous faites le test avec le chatbot de SNCF, bah, bon courage, mais vous n'allez pas être très loin si votre demande elle est un peu plus aboutie que, en tout cas, elle sort un petit peu du cadre défini par SNCF. Alors Maxence, justement, c'est là où on va faire le parallèle avec les États-Unis, cette époque, bon, qui est révolue, mais qui peut-être va revenir De toute façon, c'est des cycles dans la tech, hein. Les États-Unis ont une plus grande maturité, donc de toute façon, c'est pas deux cycles. Et quand les taux vont commencer à baisser, ce qui semble être le cas d'ici quelques mois avec la Fed, la BCE, a priori, on va repartir peut-être pas sur des hauteurs qu'on avait atteintes en sortie de pandémie, mais ça va repartir, hein. Tout est question de cycle dans la vie, surtout en économie. Alors, on avait l'impression justement, qu'en Europe et en particulier en France, il y avait, on va dire, un mimétisme sur ce qui se passait aux États-Unis, notamment, dans la Silicon Valley et en Californie. C'est qu'en fait, les sommes parfois, levées par certaines startups, certains projets américains étaient tellement énormes, qu'il y avait le côté, bah, nous aussi on a des muscles et donc on y va et on met le paquet pour être à la hauteur. Ouais, alors après, ce qu'on parle aux États-Unis, c'est un petit peu ambitieux dans le sens où les États-Unis ils ont quand même plusieurs décennies d'avance. Je veux dire, la Silicon Valley, elle s'est pas créée il y a 2 jours ou il y a 10 ans. Elle s'est créée dans les années 80 avec des boîtes comme Google ou 90 avec Google, Apple, enfin les fameux GAFAM, hein, Google, Amazon, Apple et j'en oublie, et Microsoft exactement, qui sont bah, aujourd'hui parmi les plus grosses capitalisations boursières du monde. Voilà, c'est des boîtes qui ont 20, 30 ans. Voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est pareil pour la Silicon Valley. Et du coup, forcément, les franchises ont commencé petit à petit à se mettre dedans. Et après,
C'est une bonne chose parce que les Américains ont une vision assez différente de l'argent public, ce genre de choses. Par contre, les Américains font les choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas assez, c'est-à-dire acheter. Ils sont américains, ils achètent américain, ce qui est en train de changer en France. Mais forcément, quand on voit ce qui était fait aux États-Unis, bah heureusement, il y a une poignée d'entrepreneurs qui se sont un peu qui ont mis les pieds dans le plat. Et je pense qu'on peut remercier Xavier Niel qui a fait beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat en France, qui continue d'en faire. On parlera peut-être de l'intelligence artificielle Bien sûr. où il fait beaucoup de choses dans la matière. Mais forcément, quand on a vu que la mayonnaise prenait, forcément, on s'est dit, bah, finalement, les Américains, ils valent pas mieux que nous. Donc après, c'est normal. Les Américains, aujourd'hui, sont sur des choses à plusieurs milliards de dollars. Mais voilà, c'est normal aussi. On prend son temps. Je veux dire, Silicon Valley, ça a mis un petit peu de temps. Je veux dire, les États-Unis aussi, c'est quand même un plus grand pays que la France. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à mettre la France en concurrence avec l'Allemagne, le Royaume-Uni. Mais en fait, si à terme, on n'unit pas un petit peu nos forces avec nos voisins, pour peser face aux Asiatiques, aux Américains, on va pas aller très loin. Parce que la France, c'est qu'un pays de 70 millions d'habitants aujourd'hui. Alors oui, il y a en tout cas dans l'esprit et sur le papier, il faudrait qu'il y ait, cette dynamique, continentale, Oui. européenne, mais, dans les faits, on voit que c'est quand même assez timide. D'ailleurs, tu vois, on a commencé, en parlant de, en France, on fait mieux que les Allemands, tu vois? Il y a ce réflexe-là aussi de se comparer à nos plus proches voisins, alors que ça devrait être plutôt nos plus proches alliés. Oui, et puis après, on se compare beaucoup aux Allemands, mais surtout, on dit toujours aujourd'hui qu'on est les leaders en Europe continentale. Oui. Il faut oublier que les Britanniques ont encore beaucoup de longueur d'avance. Bon, en même temps, c'est un petit peu les cousins germains des Américains. Si je caricature un petit peu les Britanniques, qui sont en avance. Aujourd'hui, ils lèvent 2 à 3 fois plus de fonds que les startups françaises. Non, mais après, c'est très bien ce qui a été fait pour la France. On a dépassé les écosystèmes comme la Suède, comme l'Allemagne. Maintenant, on est quand même encore loin des Britanniques qui ont même plusieurs longueurs d'avance. Ils ont créé notamment des boîtes comme Revolut. Aujourd'hui, je pense que Revolut, pas besoin de présenter, tout le monde connaît. Très grande néobanque. Maintenant, la dynamique est là. On a des choses à faire valoir sur des thématiques comme la deep tech ou sur la green tech. La tendance est là et même si évidemment on a encore un écosystème très petit par rapport aux Américains, les Américains maintenant ils se disent: «Ah ouais, les Frenchies ils sont là» et une vitrine comme Station F contribue aussi au rayonnement international de la France puisque je le rappelle, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. 1000 start-up au même endroit, c'est quand même pas anodin en plein cœur de Paris. Et on va dire, c'est la bonne définition de ce qu'est un écosystème. Hem Pour revenir à ce que tu disais sur le changement d'ambiance en 2024, tu nous l'as dit, hein, il y a le mot rentabilité et c'est vrai que ce mot rentabilité, il nous semblait en tout cas assez étranger, hein, de l'entrepreneuriat et de la start-up. Sauf que maintenant, ben, on demande, en tout cas les actionnaires, hein, les gens qui investissent dans ces start-up, ils demandent, ben, de la rentabilité et la rentabilité, ça passe par des modèles pérennes. Ouais, après, ce qu'il faut rappeler sur une startup, c'est que les gens, parfois, un peu le grand public, se disent: «Ah mais les startups, c'est un que gaspiller de l'argent», puisque de toute façon, il y en a très peu qui vont s'en sortir. Mais, c'est aussi des sociétés qui prennent beaucoup de risques. Je veux dire, avant d'avoir des GAFAM aux États-Unis, combien de sociétés, se sont gamellées avant d'arriver aux résultats qu'on connaît aujourd'hui? Et je pense que maintenant, plus personne voit disparaître Apple ou Google. Enfin, a priori, ça devrait aller de ce côté-là. Maintenant, oui, ça fait 2 ans en effet qu'on est passé d'une ère où on était à fond sur l'hypercroissance parce qu'on estimait que, bah, c'était la clé pour justement attaquer, prendre le leadership sur un marché. Sauf que, bah, le marché s'est retourné parce que, bah, il y a eu plusieurs choses. En même temps, on n'a pas eu de bol, hein. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'inflation, un contexte économique, géopolitique mondial qui s'est, tendu. Je parle même pas de ces derniers mois où c'est devenu encore, plus difficile et du coup, bah, forcément les taux d'intérêt sont remontés et là le cash, bah, il était beaucoup moins disponible. Du coup, les fonds ont dit, en substance, à leurs start-up, «Bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais l'hypercroissance, c'est terminé les gars. Maintenant, on passe à la rentabilité», qui est en effet un mot, qui était pas trop dit, dans les discussions, dans les interviews. Mais, je pense que c'est pas plus mal. On revient à des bases un peu plus saines et on rappelle aussi que la finalité entreprise, bah, c'est générer des revenus. Maintenant, une start-up, elle est là pour innover, pour prendre des risques et pas pour être rentable dans l'immédiat. Et ça, pour le coup, ça freine peut-être un petit peu l'innovation, même si on voit que dans certains secteurs comme l'IA, Mistral AI, ils ont aucune difficulté à lever des fonds. Maintenant, c'est peut-être plus que oui, l'ère de lever sur un PowerPoint, pour caricaturer, ça n'a pas été fait tant que ça, mais ça a été il y a une période où c'était vrai, de lever sur quand même pas grand-chose. Cette ère-là, par contre, elle est révolue, clairement. Alors, justement, tu nous parlais, on va dire des startups, les plus emblématiques, en France, celle de la French Tech. Donc bien sûr, il y a BlaBlaCar, il y a Doctolib, mais il y a également, des noms, j'imagine que vous connaissez, qui ont connu des difficultés. Je pense notamment à Luco. C'est dû à quoi? C'est le changement d'échelle? C'est, justement, bah, passer de la startup à peut-être, bah, un modèle d'entreprise, d'organisation un peu plus traditionnel qui est compliqué?
Disons que ce qui est passé sur Luco et ce qui risque de se reproduire assez vite pour d'autres startups, même Cityscoot, ce qui s'est passé récemment, qui a été racheté par Cultra, son rival espagnol, c'est qu'en gros, ils ont alignement des planètes dans le mauvais sens. C'est-à-dire que Luco a attaqué un secteur de la science quand même pas facile à tacler, surtout qu'il y a beaucoup de géants qui sont sur le secteur et qui veulent pas, évidemment, voir un petit peu ce secteur échapper à leur monopole. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient faire une levée de fonds, ça s'est pas fait. Après, il y a un processus de rachat qui a capoté. Bref, ils ont un peu tous les éléments contre eux et le temps en effet d'avoir un modèle qui est rentable, bah voilà, ça plus le fait de pas pouvoir lever des fonds et voilà, il y a un peu tout qui s'est agglutiné contre eux. Bah ça a créé cette situation compliquée, même si bon, ils se sont fait racheter par Allianz pour quelques millions. C'est plutôt une sortie par le haut parce qu'ils auraient pu tout simplement disparaître. Mais oui, bah c'est des startups qui n'ont pas réussi à prendre assez vite le pli de ce nouveau paradigme de hyper croissance, rentabilité. Mais en même temps, les fonds ont aussi une responsabilité puisque c'est eux qui poussent les startups aussi vers un modèle ou un autre. Et l'hypercroissance, c'était le modèle du moment parce que si on n'était pas rapidement leader sur un marché, bah, ça les intéressait pas forcément. Enfin, je veux dire, c'était un petit peu le FOMO, tu vois. Si tu as peur de manquer la bonne innovation, la prochaine pépite, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la panique? Bah, t'investis parce que tu veux pas être le dernier de la classe. Et on voit notamment que sur la générative, on est à des levées de plusieurs centaines de millions. Tu vois, Mistral et A, ils ont levé près d'un demi-milliard en 2 levées de fonds en 2023. Donc on voit que ce schéma finalement il n'a pas complètement disparu. Sur l'IA générative, c'est un tel cataclysme, un tel choc pour tout le monde, que ce soit les startups, le grand public. Je pense que tout le monde a pris conscience du potentiel de l'IA générative avec ChatGPT, qui a dynamité complètement le secteur et qui aujourd'hui fait que les investisseurs veulent pas manquer la prochaine révolution entre guillemets. Alors justement, on va en parler de l'IA parce que c'était quasiment au cœur, de toute la programmation de la Madi Keynote à juste titre, hein. Je vous rappelle que, le terme ouais, alors c'était effectivement le thème de la transformation, enfin de la Madi Keynote, c'était transformation, mais dans toutes les, comment ça s'appelle? Les conférences ou les keynotes, on avait toujours de l'IA, pas parce que c'est le sujet tarte à la crème, mais parce qu'en fait, il est au cœur d'absolument tous les business et de toutes les transformations. C'est ça, aujourd'hui, tu peux pas limiter l'IA juste à une thématique. C'est un peu comme le numérique. On dit pas est-ce qu'il y a du numérique dans un secteur aujourd'hui. En fait, tout le monde est dans le numérique, tout le monde est digitalisé. Et l'IA, oui, c'est clairement quelque chose qui va impacter n'importe quel secteur. C'est pas juste la santé, l'industrie, pour faire des chats, des filtres sur les réseaux sociaux. Non, vraiment, c'est quelque chose de très profond et on est vraiment qu'au tout début de ça. Je pense que le grand public n'a pas encore conscience de ça et c'est comme toute technologie. Il faut un processus, un temps d'adaptation, d'évangélisation. Voilà, rassurez-vous, l'ère de Minority Report n'est pas encore arrivée, ça devrait aller de ce côté-là. Mais en effet, ça va avoir des effets sur n'importe quel secteur et on est vraiment qu'au tout début. Et après, il y a le quantique, enfin, je veux dire, il y a des choses qui arrivent qui vont vraiment réinventer la société, le monde dans lequel on vit vraiment. Alors justement, on va en parler un petit peu plus précisément juste après, mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué avant. Hem, Cet écosystème startup, il est compliqué également parce que c'est pas les startups versus les grands groupes. En fait, les grands groupes sont bien souvent ceux qui investissent dans les startups pour justement tester alors peut-être pas assez, mais pour tester des innovations et puis le jour où ça fonctionne, hop, les récupérer dans leur giron. Ouais, alors tu pas tort, parce qu'en effet, les startups, c'est un bon levier pour innover. Maintenant, en France, on n'est pas franchement les meilleurs élèves en Europe en matière de ce qu'on appelle open innovation, donc la collaboration entre startups et grands groupes, même si c'est en train de changer petit à petit, notamment avec des initiatives comme Je choisis la French Tech pour justement encourager un peu le public. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les Américains, ils se posent la question, est-ce que j'achète américain, Amazon, tout ça? Non. Mais en fait, si on n'achète pas français, nous les Français, en fait, personne va le faire à notre place. Surtout que voilà, comme tu l'as dit, il y a une concurrence avec les écosystèmes européens, donc on a tout intérêt à le faire. Maintenant, voilà, non, comme tu as dit, c'est compliqué, mais aujourd'hui, je pense que les corporates, les grands groupes ont compris qu'il était indispensable de se tourner vers les startups. Mais bon, c'est un peu comme tout changement en France. En France, on est un peu un pays, on veut du changement, mais sans changement. Aucune référence à la réforme des retraites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les grands groupes ont un peu du mal à mettre du pied à l'étrier. Souvent, ils font des partenariats, ils mettent une petite mise de départ. Mais ils ont du mal à pleinement embrasser ce monde-là, parce qu'ils voient ça un peu comme des rivaux. Je pense notamment à la fintech, où les grands groupes ont vu les néobanques comme des sociétés qui voulaient les cannibaliser. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, où soit ils les rachètent, soit ils collaborent avec eux. Mais dans d'autres secteurs, et on voit notamment dans l'énergie, on sent que Total, EDF, d'ailleurs, on crée des incubateurs carrément pour justement, ça leur permet un peu de mapper les technologies qui peuvent exister. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, les grands groupes vont un peu s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas franchement en pointe en Europe sur le sujet. Alors tu as animé, je crois, 2 ou 3 tables rondes aujourd'hui. 3 tables rondes et j'ai noté une phrase que tu as prononcée. Tu as dit: «L'innovation, c'est d'abord une question d'état d'esprit».
Oui, l'innovation, c'est une question d'état d'esprit parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en train toujours de plus de se renfermer, bon, par exemple, de faire le tableau sur la géopolitique, mais si on part d'un concept, un petit peu pessimiste, Dieu sait si les Français, on n'est pas les plus optimistes, dans le monde actuel, bah, en fait, ça marchera pas et l'entrepreneur, pourquoi ça le différencie, de quelqu'un de lambda? C'est parce que lui, il est convaincu qu'il peut rinventer, qu'il peut changer les choses, qu'il peut changer le monde. Donc parfois, ça peut paraître prétentieux, arrogant, mais bon, quand on va à Xavier Niel aujourd'hui, on se dit pas que le mec est arrogant, prétentieux, parce qu'il a quand même réussi à dynamiter le marché de la téléphonie. Sur l'IA, il est en train de faire des choses assez fantastiques et c'est grâce à ce genre de personnes comme Steve Jobs, comme Bill Gates, que le monde change et qui parfois prennent le relais de l'État, quand il échoue et par exemple Doctolib, s'il y avait pas Doctolib pendant le Covid, je sais pas trop comment ce serait passé. Parce qu'au final, c'est quand même une plateforme qui a pris une envergure, colossale pendant le Covid. Je pense que ça soit toi, moi ou ceux qui nous écoutent, on se pose plus la question de prendre un rendez-vous ou non sur Doctolib. Donc voilà, c'est des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent changer le monde et si en effet, l'innovation, bah, c'est pas quelque chose, qui t'habite, qui t'anime au quotidien, bah, oui, ça va être compliqué de changer les choses. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui raisonne différemment du monde normal, entre guillemets. Alors c'est bien parce que tu me fais toutes tes transitions et on va effectivement conclure tout à l'heure hein, sur l'entrepreneuriat et notamment un ouvrage que Badinès vous a sorti qui est le Backpack Entrepreneur. On va en parler donc effectivement à la fin, mais pour parler de l'IA, pourquoi l'IA est une révolution depuis novembre 2022 et en quoi ça révolutionne justement cet écosystème startup? Bah, du coup, ce qui s'est passé en 2022, c'est, l'arrivée de ChatGPT, hein, qu'on ne présente plus, faite par la startup OpenAI, dont Elon Musk était un des fondateurs, qui à la base était une organisation à but non lucratif et qui est finalement devenue, une startup un peu plus lucrative, on va dire, avec, Microsoft, au passage. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, là où l'IA, ça paraissait être un concept un petit peu abstrait, là, les gens ont vu tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, on dit, «Fais-moi ci, fais-moi ça», on fait une demande, on passe un ordre juste à l'IA en mode: «Fais-moi ça à partir de tel texte, telle donnée, fais-moi une image», enfin, je veux dire, on peut faire des trucs de fou et les gens ont pris conscience du potentiel et surtout en faisant ça, alors les gens pensent que oui, ils vont perdre, leur travail. Il y aura une destruction d'emplois parce que à chaque révolution, en fait, hein, que ça soit industrielle, technologique, il y a toujours une déperdition, mais ça va créer d'autres emplois. Parce que, par exemple, ça permet d'automatiser des tâches, qui sont fastidieuses, qui sont ennuyeuses, qui, portent aucune valeur ajoutée, pour permettre justement aux personnes, aux salariés, de se concentrer sur des vraies tâches. Par exemple, je pense qu'un conseiller bancaire, plutôt que d'éplucher, tes, erreurs dans tes comptes et ben là, l'IA lui pourra lui dire: «Là, il y a un problème, il faudrait que tu agisses à ce moment-là». Ça va lui faire gagner du temps, ça va faire gagner de l'argent à tout le monde dans l'histoire. Voilà, maintenant, comme je t'ai dit, il faut un temps d'adaptation. Mais c'est une révolution parce que, ça permet de repenser des usages ou c'est une révolution parce qu'en fait, on est en train de changer de modèle? Jusqu'à quel point va cette révolution? Après, c'est quelque chose qui va influencer n'importe quel secteur. Ça peut être la finance, ça peut être l'art, enfin, je veux dire, ça peut être vraiment n'importe où et d'ailleurs, ça crée quelques frictions sur le marché de l'art en mode: «Oui, mais l'IA, c'est pas vraiment de l'art», ce genre de choses. Pourtant, par exemple, l'affiche, du prochain Roland-Garros a été faite grâce notamment à l'IA. Donc on voit que ça crée, pas mal de débats. Maintenant, est-ce qu'on va dans un nouveau monde? C'est un monde, on peut dire, dans un monde qui ne cesse d'accélérer plus encore depuis les années 80 parce que le rythme s'accélère. Internet a encore ajouté une accélération là-dessus. Et l'IA, en fait, c'est que la continuité. On parle aussi de Web3, et ce genre de choses. On est juste dans un cercle d'accélération où, de toute façon, l'IA, on sentait, je veux dire, c'est pas nouveau, l'IA, hein. Ça fait depuis des années, des décennies que ça existe. C'est juste qu'on rentre dans une nouvelle dimension de l'IA où ça va vraiment révolutionner les usages au quotidien, et pas seulement juste dans l'entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, faut voir l'IA comme l'IA générative, c'est un outil. Par exemple, des gens disent: «Oui, mais ça va remplacer les journalistes». J'ose espérer que ça va pas remplacer mon métier, mais par exemple, ça peut être un bon outil pour accélérer des recherches, par exemple. Ou par exemple, je sais pas, pour monter cette vidéo, bah, peut-être qu'il peut, cutter automatiquement la vidéo, te la recadrer, virer les passages où on bafouille, ce genre de choses. Bah, ça, l'IA générative, ça c'est capable de faire ça. Tu dis: «Fais-moi ci, fais-moi ça», aucun problème avec la série. Du coup, ça peut permettre de faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Je veux dire, c'est un gain de temps qui est colossal et à l'arrivée, du coup, un gain d'argent et par exemple, en 10 ans, j'ai plus la stat, mais ça peut permettre de faire gagner à la France, plus de 250 à 340 milliards d'euros de PIB, sur 10 ans. Donc c'est quand même colossal. Donc on est qu'au début de tout ça, encore une fois, hein. Les gens, ils disent: «L'IA, l'IA, l'IA», mais on n'a vraiment pas vu tout le potentiel, hein. Je veux dire, dans 10 ans, on sera encore dans une autre galaxie et après il y aura le quantique et vraiment, on n'est qu'au début d'une révolution dont on n'a pas encore, saisi pleinement le potentiel, je pense. Et donc quel rôle pour les startups? Parce que, je l'ai dit, hein, l'IA est carrément au menu de tous les sujets, hein, sur cette Madi Keynote. Et quasiment toutes les startups, enfin en tout cas quand on les rencontre, quand on échange avec elles, elles ont intégré de l'IA. Donc c'est quoi leur rôle en fait là-dedans?
Bon après ça dépend, il y a plusieurs typologies de startups et par exemple, aujourd'hui, il est important qu'il y ait pas une seule startup qui domine le monde sur, ce sujet de l'IA générative. Je pense à OpenAI qui est derrière, ChatGPT, qui est copieusement arrosé par Microsoft, qui a quand même mis, 13 milliards de dollars depuis 2019, hein, c'est quand même, colossal. Et heureusement qu'aujourd'hui on a des acteurs comme Mistral AI, dont je parlais tout à l'heure, qui a levé beaucoup de fonds et d'ailleurs, les Américains commencent à être un peu jaloux de cette entreprise puisque gros, ils ont réussi à faire en 1 an, quasiment la même chose, voire mieux que Google sur l'IA. Donc c'est quand même une belle, performance, c'est assez prodigieux. Donc on verra ce qui se passe, mais c'est important Oui, d'avoir des on peut le dire, en fait, ce que Mistral AI a fait, c'est qu'ils ont développé leur propre modèle de langage, hein, puisque ces modèles de langage, les fameux LLM, sont à la base de toutes les IA. exactement. C'est techniquement parlant, c'est ça. Donc, c'est un peu la course au modèle de langage. Exactement et du coup, il est important qu'il y ait pas juste des modèles américains. Je pense que les Américains, on leur a donné assez de données, on utilise assez comme ça leur plateforme, sociale notamment. Donc voilà, il y a aussi Poolside, Dust et il y a aussi comme des startups, qui gravitent autour de cet écosystème, qui sont françaises et c'est important pour, on parle beaucoup de souveraineté, notamment sur le plan numérique et si on n'a pas les startups comme ça va être compliqué et après il y a des startups qui intègrent l'IA justement pour gagner du temps et attaquer plus facilement, des marchés. Donc oui, c'est indispensable pour les startups là. Si on n'avait pas de Mistral AI, ça serait inquiétant. Il y a aussi, une grosse startup AI en Allemagne. Si on n'avait pas ces acteurs-là et qu'on laissait le champ libre aux Américains, bah, encore une fois, on serait en train de se lamenter en mode: «Encore une fois, on a raté le train». Je veux dire, aujourd'hui sur le cloud, on l'a raté le train, par exemple. On a raté aujourd'hui le cloud, c'est, plus de 80 du marché en France, même peut-être 90, c'est, AWS, Amazon, Google et Microsoft. Et je veux dire, si on met pas tout de suite les mains dans le cambouis et qu'on prend pas le train de l'IA générative, ben on le rattrapera on peut pas le rattraper ce train, en fait. Ça va trop vite aujourd'hui. Le cloud, on a raté, sur les réseaux sociaux, on a raté, même s'il y a des choses qui existent, comme Yubo, on voit les anciens de Zenly qui commencent à relancer, des applications. C'est une très bonne chose. Donc sur la générative, il est important que les acteurs, souverains, même si bon, Mistral AI, il y a une petite polémique avec le partenariat avec Microsoft, on verra, où ça mène. Mais en tout cas, si on met pas ces acteurs-là, bah, aujourd'hui, on va utiliser que les solutions américaines, la souveraineté européenne et ben, bon, on pourra pas vraiment, l'assumer aujourd'hui, même s'il y a des messages un peu contradictoires. Mais c'est crucial aujourd'hui que la France et l'Europe sont en pointe. On sent que la France est en train d'être est au centre de la carte mondiale de l'IA. Et d'ailleurs, le bon signe, c'est que du coup, on a des startups comme Mistral AI, mais Google récemment a ouvert un nouveau centre d'IA à Paris. Et d'ailleurs, on récolte un petit peu les fruits d'une stratégie long terme. Parce que pendant longtemps, on se plaignait qu'on perdait nos meilleurs développeurs, ingénieurs, qui partaient en effet bosser pour les GAFAM, notamment chez Google, chez Meta, chez Amazon, qui ont bossé dans des laboratoires qui ont été implantés à Paris, notamment Meta, sous l'impulsion de Yann Lequin, qui est d'ailleurs un Français. D'ailleurs, tous les grands pôles technologiques dans les grandes entreprises de tech américaines sur l'IA sont dirigés par des Français, hein. Luc Julia, Yann Lequin, enfin je veux dire, c'est des noms, tout le monde connaît aux États-Unis, il y a pas de souci. Et c'est grâce à ces centres-là de recherche qui ont été créés il y a plusieurs années, hein, dans les années 2015-2017, dans ces eaux-là, eh ben, qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont passés par ces laboratoires, par ces centres de recherche, qui aujourd'hui bah, reviennent donner à la France un peu ce qu'ils ont appris dans ces laboratoires pour justement bah, faire rayonner la France. Donc quand on voit qu'un GAFAM réagit en ouvrant un centre, c'est plutôt qu'on va dans la bonne direction. Quand les Américains sont actifs, c'est plutôt bon signe en général. Merci Maxence. Et donc, justement, tout à l'heure, tu parlais du rôle central, hein, joué par l'entrepreneur. Hommes et femmes, même si Il y a des progrès à faire. il y a des progrès à faire en termes de parité, mais justement, c'était un des sujets de cette Madi Keynote, hein, l'entrepreneuriat féminin. Et donc, Madines, vous avez sorti on va dire, le guide ultime de l'entrepreneur qui s'appelle le Backpack. Raconte-nous. Exactement, qui est juste là, hein, donc ça fait déjà 7 éditions, donc c'est un petit peu, bah, le guide complet, pour tout savoir un petit peu sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, toutes les structures qui existent, incubateurs, accélérateurs, les mots-clés parce que c'est vrai que parfois, je dois bien l'admettre, on a quand même un petit jargon dans la French Tech, on parle de levée de fonds early stage, signer une term sheet, voilà, c'est des choses qui peuvent de licorne, rien à voir avec Harry Potter, on parle de centaure aussi, mais voilà, on a un petit jargon et du coup, bah, c'est un petit peu le guide ultime pour tout savoir, aussi ce qu'est un fonds d'investissement, comment ça fonctionne, faire un business plan. Enfin voilà, vraiment, c'est un petit peu la bible de l'entrepreneuriat, hein, pour vraiment avoir tous les outils en main pour comprendre l'écosystème et puis surtout bah, pouvoir après avoir des bonnes clés pour construire son entreprise parce que maintenant un des défis aussi de la French Tech c'est de toucher aussi le grand public. Tu vois, je parlais du fait que le grand public utilise des solutions de la French Tech sans s'en rendre compte, mais aussi bah, l'idée c'est de leur permettre aussi pourquoi pas de le lancer dans l'entrepreneuriat et de leur faire comprendre que bah non, c'est pas forcément la portée de certains initiés, même si c'est souvent la même typologie, on va pas se mentir, mais voilà, c'est aussi notre rôle en tant que média d'évangéliser et de montrer que bah voilà, on peut avoir avec un petit outil comme ça des bases pour commencer.
Voilà, donc je montre à la caméra, c'est un beau livre, hein, il est costaud. Il est un peu tout, ouais. Ouais, c'est pas un petit guide, hein, c'est un bon guide, vraiment complet. D'ailleurs, là, on est en train de le feuilleter, il est très agréable à lire, voilà, c'est On aéré, essaye, d'illustrer ça, que ce soit pas lourd avec, des portraits, des photos. Voilà, c'est pas juste le livre de chevet avec 200 pages et que du Times New Roman en 12. Donc non, non, on a essayé de faire ça un petit peu, de manière, voilà, que ce soit une lecture un petit peu ludique aussi et que ce soit pas juste, réverbatif, voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'entrepreneuriat, donc voilà, on essaye un petit peu d'avoir un peu le manuel, je sais pas si manuel ultime, mais en tout cas, c'est un bon manuel pour avoir les bases de l'entrepreneuriat, en tout cas. donc, pour ceux effectivement qui souhaitent entreprendre, qui seraient peut-être aussi au stade de la startup early stage et puis aussi peut-être pour ceux qui s'intéressent justement à ce monde, des startups, à ce monde de l'entrepreneuriat, vraiment enfin c'est truffé, de portraits, de cas pratiques, d'outils, c'est vraiment, très opérationnel je trouve. Oui, exactement. L'idée, c'est que les gens arrivent à se projeter et que ce soit pas juste de la théorie. Parfois, quand on est en cours, genre à l'école justement, quand on n'est pas dans la pratique, on n'arrive pas à se projeter. Là, l'idée, c'est que les gens puissent se projeter et comprennent que voilà, c'est pas juste un écran de fumée. Et voilà, donc là, il y a vraiment des clés de compréhension qui sont assez importantes. Et non, c'est plutôt une bonne base pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, mieux comprendre cet écosystème qui parfois paraît s'éloigner, mais au final, l'entrepreneuriat, genre ouvrir une boulangerie, c'est finalement une entreprise, c'est une start-up à sa manière. Mais nous, on est plus focus en effet sur le volet technologique, mais ce monde de la technologie, bah, il est pas si éloigné en fait, hein. Il y a des choses qui se recoupent. C'est juste parfois il y a des indicateurs, des manières, des approches qui sont un petit peu différentes. Et l'idée, bah, avec ce manuel, c'est un petit peu de mieux le comprendre. Donc ça s'appelle le backpack, le guide d'entrepreneuriat. C'est déjà la 7e édition. Donc c'est édité par Madines. Vous pouvez le trouver donc sur la boutique en ligne de Madines et pour vous donner une idée, du prix, il me semble que c'est 29,90 €. Voilà, je pense qu'on a été complet, et également, bah, sur Madines, vous avez accès donc à pas mal d'articles. Alors c'est, évidemment sur abonnement, mais il y a pas mal d'articles déjà, gratuits. Alors là, on est en train de lancer en effet, un abonnement qui s'appelle, Madi Plus, hein, mais qui arrivera. Mais après, je rassure tout le monde, hein, tout ne sera pas, payant sur le site, hein. C'est juste qu'il y aura une version payante avec du contenu un peu plus fourni, des enquêtes, des indiscrétions, un petit peu des choses exclusives, mais il y aura toujours, plein de contenus, gratuits, hein. Évidemment, c'est pas l'idée, c'est pas de brusquer les gens, pas du tout. Ce sera vraiment une plus-value. Et puis, ouais, non, on a plutôt des beaux projets dans les cartons, mais après sur le contenu, on a des interviews, des reportages, on couvre plein d'événements comme le CES à Las Vegas, bientôt, il y aura un petit déplacement à Taïwan où il y aura des choses à raconter. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de montrer ce que font les Frenchies, mais aussi, il y a beaucoup de Frenchies dans la Silicon Valley, donc c'est intéressant, mais il y en a plein aussi dans d'autres écosystèmes en Asie. Et quand on va à l'étranger, on se rend compte finalement que les Français, ben, on est quand même pas mal, hein. Donc quand on va au CES, c'est quand même une délégation qui est assez solide, donc c'est plutôt sympa. Donc on essaie un petit peu de faire un écho, hein, qui a un rayonnement international. Et puis d'ailleurs, international, nous, Madines, on est un peu aussi une start-up parce que du coup, cette année, on va se lancer en Espagne, en Italie. Donc, on a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, non, c'est plutôt chouette. Donc, en tout cas, sur Madines, vous avez pas mal de choses sur l'écosystème des startups et sur les passerelles aussi avec les grands groupes parce que, comme je l'ai dit, bah, les grands groupes, ils ont plus le choix aujourd'hui. Faut innover. Et puis, des startups qui sont de plus en plus grosses vont devenir des grands groupes à leur tour, hein. Je veux dire, on a des startups aujourd'hui qui ont plus de 2000 salariés. Donc, Doctolib, c'est pas la petite startup du coin. Est-ce qu'on peut toujours parler de start-up? Ça c'est Ah, aussi, c'est le gros terme. On parle aussi de scale-up pour les entreprises qui sont à un certain stade, et même, voilà, aujourd'hui, les startups, la plupart sont totalement des PME, hein. Je veux dire, on peut le dire. C'est juste que startup, il y a un petit peu l'ADN d'innovation. innovation, voilà. Voilà. Et puis moi, ma définition à moi, enfin, je peux pas en rajouter une de plus dans le paysage, mais les startups qui sont nées entre 2000 et 2000 jusqu'à maintenant, c'est un petit peu l'esprit startup, l'esprit changer le monde avec tout ce qui va avec. Puis voilà, aujourd'hui, il y a surtout un écosystème de capital risque. On a peut-être pas assez parlé, mais aujourd'hui, il y a un écosystème de financement qui est de plus en plus fourni en France. Et parce que sans financement, bah, c'est comme dans la vie, hein, sans argent, c'est sympa. L'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue fortement quand même. Alors, exactement, c'est pour ça que je disais que donc sur Madines, alors moi je ne peux que vous recommander, effectivement de vous abonner, hein, d'aller lire vraiment ce qui se passe sur Madines. Il y a également des newsletters. Tous nos étudiants, en tout cas au MBMCI, consultent régulièrement Madines. Mais tu parlais de financement et de modèle économique, ben forcément pour continuer à avoir du contenu de qualité, effectivement il faut trouver un modèle économique. Donc il y a déjà beaucoup de choses gratuites sur Madines. Et puis peut-être quand vous aurez lancé Madi Plus, on va dire la version plus, hein, qui sera forcément payante sur abonnement. Bon, ben, on ne peut que vous inciter à vous abonner pour continuer à avoir le contenu en plus. Exactement, hein, non, non. Puis aujourd'hui, que tu parles du modèle économique, hein, les médias, on n'échappe pas à cette règle. Et nous, on veut pas brusquer les lecteurs ou mettre du pop-up qui dégrade l'expérience utilisateur avec des publicités partout. C'est pas le but.
Donc voilà, on essaie aussi de se réinventer parce qu'en tant que média, bah, voilà, il y a les startups qui pivotent, mais les médias aussi, on se réinvente, hein. Je veux dire, on est un média des startups, mais on est aussi une startup à notre manière, Madines. Madines, c'est un peu un média up, voilà. On peut dire ça comme ça d'une certaine manière, mais ouais, ouais. Non, non, mais voilà, c'est toujours intéressant. C'est vrai que parfois les médias, on peut penser que c'est toujours un peu la vieille école, ce genre de choses. Bon, déjà, Madines, on est né en 2012, dans une période qui était assez intense au niveau des startups. Et puis, bah voilà, dans un secteur des médias qui est pas forcément à la fête en général. Bah, 12 ans plus tard, on est là, on est à la Madi Keynote. Voilà, puis justement, la Madi Keynote aussi, ça contribue à notre rôle de média, d'influencer, de se faire l'écho aussi de ce qui se passe et de montrer que voilà, on n'est pas juste à notre bureau et à attendre que ça se passe. C'est pour ça qu'on organise cet événement, c'est pour ça qu'on voyage aussi dans le monde pour montrer les innovations qui existent aujourd'hui. Et voilà, et bah, là, ça fait 12 ans qu'on existe, et ben on continue pendant 12, 15, 20 ans. Enfin, voilà. Bon, en J'espère tout que cas, c'est tout le bien que l'on vous souhaite et que l'on nous souhaite, hein, pour qu'on puisse continuer effectivement à vous suivre. Merci beaucoup, Maxence, d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que vous, spectateurs, auditeurs, vous aurez apprécié ce moment. Donc, n'hésitez pas à suivre Maxence Fabrion, journaliste chez Madines. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Il est très actif et il parle pas que de start-up. Je vous fais un teasing. ah, j'aime bien la petite balle jaune aussi, un petit peu. C'est un plaisir, merci à toi. Au revoir à tous, à bientôt.